Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de votre podcast Borcas City, le podcast qui raconte Saint-Hubert au creux de l'oreille. Je m'appelle Isabelle, je suis bibliothécaire documentaliste et aujourd'hui encore, je vous propose de partir à la découverte d'une histoire qui prend racine dans les légendes et les murmures de notre belle Ardenne belge. Il existe des récits que l'on transmet depuis des générations. Des histoires qui se cachent entre les arbres, dans le bruit d'un ruisseau, au détour d'un chemin forestier. Des histoires où la frontière entre le réel et l'imaginaire devient parfois très fine. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Miroir, sur les traces d'une figure bien connue de notre folklore, Marie Gobaille. Sorcière pour certains, légende pour d'autres, son histoire traverse les siècles et continue de faire parler les pierres, les bois et les eaux de nos vallées. Mais le récit que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas simplement une vieille histoire racontée au coin du feu. C'est une création de Bertrand Barthélemy, un conte où la mémoire, la peur, la nature et la part d'ombre des hommes se rencontrent. Alors, laissez-vous guider par le murmure de la rivière, par le souffle des forêts et par cette question « Et si certaines légendes n'étaient pas tout à fait terminées ?» Allez, approchez-vous, tendez l'oreille, c'est parti. Je n'avais jamais cru aux secrets qu'on confie au coin des bois. Les hommes aiment trop les histoires pour les garder longtemps, et les secrets, lorsqu'ils sont vrais, finissent presque toujours sur les lèvres d'un ivrogne, d'un mourant, d'un enfant ou d'un prêtre. Pourtant, celui-ci était resté enfoui durant des générations, sous la mousse, sous l'eau froide, sous les pierres plates où les truites viennent se reposer quand le courant force. C'est à Miroir que j'ai appris ce secret. Je marchais seule ce jour-là, par un de ces printemps ardennais qui ne savent pas encore s'ils veulent être tendres ou cruels. Une lumière blanche tombait entre les hêtres, puis un nuage passait, et tout devenait gris comme si la forêt avait fermé les yeux. La Lomme roulait plus bas, avec ce bruit de gorge qu'ont les rivières lorsqu'elles parlent pour elles-mêmes. Je m'étais assis près d'un petit ru, non loin de la pierre qu'on appelle encore dans le pays la pierre de Marie Gobaille. J'avais entendu son nom, comme tout le monde l'a entendu par ici. La sorcière, le cheval, les gens de Smouy avec leurs loups, ceux de Miroir avec leurs bâtons, le mailleur d'Arville toujours trop lent, la tête coupée au bout d'une pique promenée dans le village pour que chacun sache que le mal avait été vaincu. C'est ce qu'on raconte. C'est ce que les enfants apprennent. C'est ce que les vieux répètent. J'étais là donc à regarder l'eau passer sur les graviers quand un homme est sorti des arbres. Je dis un homme, mais c'était plutôt ce qui reste d'un homme lorsque le temps a presque fini son ouvrage. Il avait un dos de souche, des mains de racine, une casquette noire mangée par la pluie et des yeux si pâles qu'on aurait dit qu'il regardait depuis l'autre rive de la mort. Il ne m'a pas demandé qui j'étais. Il m'a dit « Tu regardes trop l'eau ». Je lui ai répondu que l'eau ne me faisait pas peur. Il a ri sans ouvrir la bouche. « Alors tu ne sais pas encore ce qu'elle garde ?» Il s'est assis à côté de moi, avec une lenteur d'animal blessé. Pendant un long moment, nous avons écouté le ru.
J'aurais pu partir, je ne l'ai pas fait. Il y avait dans sa présence quelque chose de plus ancien que la politesse et de plus lourd qu'une menace. Enfin, il a repris. « On t'a parlé de Marie Gobail ?» J'ai dit oui. « On t'a menti. » Il a craché dans la mousse, mais pas par mépris, plutôt comme un homme qui veut se débarrasser d'un goût mauvais. Ils disent qu'ils l'ont tuée, ils disent que les loups l'ont prise, ou qu'une faux lui a tranché le cou. Ils disent que Muroir a promené sa tête et que Smouy a gagné son nom de loup ce jour-là. Tout ça c'est vrai, sauf le principal. Il a levé un doigt noueux vers l'eau. La tête qu'ils ont promenée n'était plus Marie. Je l'ai regardé, le ru coulait clair entre les pierres. Un merle cria quelque part dans les branches. Le vieillard baissa la voix. Elle était déjà partie. Alors, il me raconta. Ce matin-là, les gens étaient venus de tous côtés. On avait sonné bas, parlé peu, serré fort les manches des bâtons et les cordes des bêtes. Les hommes de Smouy avaient avec eux leur loup ou leur chien loup, selon les familles qui préfèrent rendre la chose plus acceptable. Les gens de Miroir portaient des pieux, des fourches, des faux. Ceux d'Arville devaient venir aussi, mais on savait déjà qu'ils arriveraient après les autres. Non qu'ils manquassent de courage, qu'on me le dit encore pour les vexer, mais parce qu'ils avaient commencé trop tôt à se donner du cœur au ventre, et que le cœur chez eux, ce matin-là, sentait fort la goutte. Marie Gobail, elle, avait passé la nuit sous forme de cheval. Pas un cheval ordinaire, une grande jument noire, haute, nerveuse, avec une crinière qui semblait faite de fumée mouillée. Elle avait couru dans les bois, traversé les fougères, franchi les haies, renversé les barrières. Mais la transformation l'avait vidée. La magie coûte plus cher qu'on ne croit. Les sorcières ne deviennent pas bêtes par caprice. Elles empruntent à la chair une forme qui n'est pas la leur, et la chair réclame son dû. À l'aube, Marie tremblait. Ses flancs fumaient. Ses jambes portaient encore la puissance du cheval, mais son âme, elle, était lourde comme une pierre au fond d'un puits. Elle vint boire ici. Ici même, disait le vieux, ou presque. Le ruisseau n'avait pas le même lit, les arbres n'étaient pas ceux-là. Les hommes ont changé les chemins, mais l'eau, elle se souvient de ses anciens passages. La jument mit les lèvres dans le courant. Elle but longtemps, à petits coups, comme si chaque gorgée pouvait recoller en elle la femme et la bête. Puis, elle les vit. Du coin de l'œil d'abord, une ombre entre deux troncs, puis une autre, puis le reflet d'un fer de faux, puis les loups qui s'abaissaient déjà, museau au vent, certains que la chasse touchait à sa fin. Marie comprit. Elle savait qu'elle ne pourrait pas redevenir femme assez vite. La forme du cheval la tenait encore. Elle était puissante, oui, mais prisonnière de sa puissance. S'enfuir? Les loups l'auraient reprise. Combattre? Les hommes étaient trop nombreux et la peur les rendait courageux. Supplier? Elle n'avait jamais appris. Alors elle fit ce que personne n'avait prévu. Elle baissa la tête dans l'eau. Sous la surface, il y avait une pierre plate, fendue, entourée de petits graviers clairs. Un de ces endroits que les poissons connaissent avant les hommes. La jument passa sa langue sur le rocher, une fois, deux fois, lentement,
presque tendrement. Ceux qui la guettaient crurent qu'elle buvait encore, mais elle déposait là ce qui lui restait d'avenir. Le vieillard, à cet instant de son récit, posa sa main dans le courant. Ses doigts déformés disparurent sous l'eau froide. Ce ne furent pas des œufs comme les autres, dit-il. Pas encore des poissons, pas même une ponte véritable, plutôt une peau de vie, une fine pellicule collée à la pierre, des ovules de rivière si tu veux, mais dedans, elle avait mis ce qu'elle était. J'ai demandé « Son âme ?» Le vieux me regarda comme si le mot était trop petit. Son âme, sa rancune, sa peur, son nom, tout ce qui ne voulait pas mourir. La dernière magie de Marie Gobail ne fit ni flamme, ni tonnerre. Les grandes choses souvent ne font pas de bruit. Elle passa par la langue du cheval, glissa dans l'eau, entra dans la mince gelée collée au rocher. Et le cheval resta là, debout encore, mais vide. Il avait les yeux ouverts, les naseaux humides, le cœur battant peut-être une minute de plus, mais Marie n'y était plus. Ce n'était qu'une carcasse dressée par l'habitude de vivre, un sac chaud de chair, d'eau, de crin et de sang. Les loups bondirent, les hommes crièrent, une faux descendit. La tête du cheval roula parmi les feuilles et nul ne vit, sous l'eau, la petite peau trembler sur la pierre. Ils avaient vaincu, pensait-il. Ils avaient mis fin au maléfice. Les gens de Miroir plantèrent la tête au bout d'un pieu. Ceux de Smouy se vantèrent de leurs loups. Les Arvillois arrivèrent trop tard et trouvèrent encore moyen de donner leur avis. On but, on cria, on fit tourner le trophée dans les rues, les enfants pleurèrent et les hommes rirent trop fort. Mais ce n'était pas Marie qu'ils promenaient. Marie était sous l'eau. Les jours suivants, la rivière fit ce qu'elle fait toujours. Elle couvrit, elle berça, un poisson mâle de l'espèce que les savants nomment Timmalus timmalus et que les pêcheurs appellent l'ombre. Remonta le courant, poussé par un instinct plus vieux que la honte. C'était le temps de la fraie. Les poissons venaient alors chercher les graviers clairs, y déposer leur avenir et laisser l'eau décider de ce qui vivrait. Il vint près de la pierre, sa semence se mêla à la pellicule laissée par Marie. La nature, qui ne juge pas, accomplit son ouvrage. Quelque temps plus tard, de petits êtres sortirent de là. Ils n'étaient pas plus longs qu'une épine de prunellier. Ils avaient la fragilité des choses qui viennent de naître et la patience des choses qui viennent de très loin. Les pêcheurs ne les virent pas, les enfants non plus. Même les hérons, qui savent lire l'eau mieux que les prêtres ne lisent leurs livres, semblaient hésiter devant eux. Car ces poissons étaient transparents, pas pâles, pas clairs, transparents. On voyait à travers eux le sable, le mica, les brindilles noires, les bulles accrochées aux mousses. Leurs petites nageoires battaient dans la lumière sans la troubler. Ils passaient entre les cailloux comme des pensées mauvaises dans une tête tranquille. On aurait pu croire qu'ils n'existaient pas, sauf pour une chose. Ils avaient une ombre nette, nerveuse,
minuscule, qui courait au fond de l'eau quand le soleil touchait les plages peu profondes. Une ombre sans corps visible, une ombre de poisson, une ombre de sorcière. C'est de là, disait le vieux, que vient le vrai nom. Pas l'ombre qu'on pêche à la mouche et dont les hommes admirent la grande nageoire comme un étendard. Non, cela existait déjà ou serait venu autrement. Mais dans les ruisseaux de miroir, il y eut, après Marie, des ombres qui n'étaient pas seulement des poissons, des ombres au sens propre, des morceaux de nuit vivantes dans l'eau de printemps. Au début, personne ne comprit. On remarqua seulement que certains pêcheurs revenaient changés. Ils disaient qu'ils avaient trop regardé le courant, que le soleil avait frappé l'eau, qu'un éclat leur était entré dans l'œil. Le soir, ils voyaient trouble. Le lendemain, une brume blanche leur montait devant les choses. Le troisième jour, ils distinguaient encore les portes, les fenêtres, les silhouettes. Le septième, ils ne voyaient plus que la différence entre le feu et la nuit. Puis, plus rien. Toujours au printemps, toujours après les jours doux, lorsque les bancs de gravier se réchauffent et que l'eau basse laisse les jeunes poissons chercher la tiédeur des bords. Les femmes du pays firent le compte avant les hommes. Elles voient mieux les malheurs parce qu'elles les ramassent. Un tel avait perdu la vue après être descendu près de la pierre. Un autre avait ri de ces histoires et s'était penché par défi au-dessus d'une flaque claire où le rue ralentissait. Un troisième m'avait dit avoir vu quelque chose qui n'était que son ombre. Puis il avait passé 3 jours à se frotter les yeux jusqu'au sang. Alors on défendit aux enfants d'aller au bord de l'eau au temps des fleurs blanches. On inventa des raisons. Les berges glissent, les eaux sont froides, les vipères sortent, les pêcheurs sont jaloux de leur coin. Mais la vraie raison, on la taisait, car le secret n'était pas seulement gardé par peur, il était gardé par honte. Les anciens savaient. Ils savaient que Marie Gobaye n'avait pas été seule à faire le mal. Ils savaient que ce jour-là, les hommes avaient pris plaisir à la chasse, qu'ils avaient aimé la tête au bout de la pique puisqu'ils n'aimaient la paix retrouvée, qu'ils avaient promené une dépouille vide en criant « victoire » sans comprendre que la violence, lorsqu'elle se trompe de cible, nourrit ce qu'elle prétend tuer. Marie dans l'eau avait vu leur visage. Peut-être pas avec des yeux, mais l'eau voit autrement. Elle prend les reflets, les conserve, les brise, les rend plus tard. Dans les œufs collés à la pierre, Marie avait gardé l'image des hommes penchés sur sa mort. Et depuis, chaque printemps, lorsqu'un humain se penche à son tour au-dessus des jeunes ombres, quelque chose en elle se réveille. Elle regarde à travers eux, et celui qu'elle regarde commence à ne plus voir. Mais pourquoi les pêcheurs, ai-je demandé. Le vieillard sourit tristement. Parce que ce sont eux qui savent vous regarder. Il me montra le bord du rue, les petites plages de sable blond, les anses minuscules où l'eau n'a que 2 doigts de profondeur. Un promeneur passe et ne voit rien. Un enfant lance un bâton et court ailleurs. Mais un pêcheur, lui, cherche. Il sait lire un remous, une fuite, une vibration. Il sait que le vivant se cache dans presque rien. Alors il voit les ombres. Il se tue. Le soleil était sorti entre les branches. À cet instant,
L'eau devint claire comme du verre. Je regardais malgré moi, au fond du ruisseau, près d'un caillou plat, une forme sombre fila. Puis une autre. Pas un poisson, rien qu'un signe, une virgule d'obscurité sur le sable clair. Je reculai si vite que ma main s'ouvrit sur une ronce. Le vieux ne bougea pas. « Tu l'as vu ?» dit-il. Je portais la main à mes yeux. « Je ne sais pas. » « Tant mieux, c'est quand on est sûr qu'il est trop tard. » Je lui demandai comment lui pouvait rester là si près de l'eau après avoir su tout cela. Il tourna vers moi ses yeux pâles. Alors je compris. Ce n'était pas la vieillesse qui les avait décolorés. Il ne voyait presque plus. « J'étais jeune, dit-il. Je pêchais au toc, plus haut, vers les eaux rapides. On m'avait prévenu, comme on prévient les jeunes, avec des mots qui donnent envie de désobéir. J'ai vu les ombres sur le gravier, 100 peut-être. Des petites flammes noires s'enflamment. J'ai trouvé cela beau. Le soir même, la chandelle avait un halo. Et 1 semaine après, je ne reconnaissais ma mère qu'à sa voix. Il sourit. Et ce sourire-là était plus terrible que ses yeux. Depuis, je garde le secret, comme mon père l'a gardé et le père de mon père. Mais les secrets deviennent mauvais quand il ne reste plus personne pour les comprendre. Pourquoi me le dire à moi? Parce que tu racontes. Je n'avais pas dit cela. Je n'avais rien dit de moi. Mais il posa sa main mouillée sur mon poignet et sa peau était froide, comme une pierre restée tout l'hiver sous l'eau. Raconte-le, mais pas comme un avertissement de garde champêtre. Raconte-le comme il faut. Avec la honte dedans, avec le cheval vide, avec la tête qui n'était plus qu'une tête. Avec les petits poissons qu'on ne voit pas, sauf parce qu'ils volent à la lumière. Il se leva. Et surtout, ne dis jamais que Marie Gobaille est morte. Le vent passa dans les hêtres. Pendant un battement de cœur, les feuilles firent un bruit d'écailles. « Que faut-il dire ?» ai-je demandé. Le vieillard se pencha vers moi. « Qu'elle a changé de regard ?» Puis il repartit entre les arbres. Je ne l'ai jamais revu. Depuis ce jour, quand revient le printemps et que les eaux se retirent un peu des berges, je pense à lui. Je pense aux hommes de Smouy, à ceux de Miroir, au Mailleur d'Arville qui arrive trop tard dans toutes les versions. Je pense à cette tête de cheval promenée comme une preuve alors qu'elle ne prouvait rien sinon la vanité des vainqueurs. Et je pense surtout aux petites ombres, aux vraies qui montent dans les eaux claires avec leurs hautes nageoires et leur beauté de rivière, aux autres qu'il vaut mieux ne pas chercher, car certains poissons vivent dans l'eau, certains vivent dans les histoires, et quelques-uns les plus anciens vivent dans la faute des hommes. Si donc un jour, vous marchez du côté du Miroir, au temps où le soleil revient sur les graviers, ne vous penchez pas trop longtemps sur les petits rues. Ne cherchez pas ce qui file dans l'eau basse. Ne dites pas « je ne vois rien ». C'est peut-être vrai, mais regardez le fond. S'il y passe une ombre sans corps, détournez les yeux et souvenez-vous que Marie Gobaille, elle, vous aura déjà vu.
Les légendes ont ceci de merveilleux, qu'elles ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de voie, de forme, de chemin, mais elles continuent de vivre tant que quelqu'un prend le temps de les raconter. À travers l'histoire de Marie Gobail, c'est toute la mémoire de notre Ardenne qui ressurgit. Ses forêts profondes, ses rivières mystérieuses, ses pierres chargées d'histoire et les récits que les générations se transmettent encore aujourd'hui. Peut-être que certaines ombres ne sont pas là pour nous effrayer, mais simplement pour nous rappeler que la nature garde en elle une part de mystère, que l'homme ne pourra jamais complètement percer. Alors, lors de vos prochaines promenades du côté de Saint-Hubert, de Miroir ou le long de nos petits cours d'eau, ouvrez l'œil et surtout, ouvrez l'imaginaire. Car derrière un arbre centenaire, au détour d'un sentier, ou dans le murmure d'un ruisseau, une histoire attend peut-être encore d'être découverte. Merci à Bertrand Barthélemy pour m'avoir confié ce magnifique conte et pour m'avoir permis de lui donner une voix. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur la page Facebook du Tiers-Lieu de la Vie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage sonore dans Borkas City, au cœur de Saint-Hubert, pays des forêts, des légendes et de la nature.